Bonsoir à tous, c'est toujours un immense plaisir de retrouver l'ENAC et la communauté ENAC Alumni que j'affectionne tant. On vous propose avec Sébastien un webinaire en deux parties. Donc tout d'abord, je vais me présenter et présenter un peu mon parcours depuis l'ENAC et vous expliquer un peu ce qui m'a motivé à travailler pour Jet Solidaire, qui est une entreprise singulière et passionnante. Et dans un second temps, Sébastien parlera plus spécifiquement de Jet Solidaire. Et enfin, on prendra 10, 15, 20 minutes pour répondre à vos questions. On est là, donc vraiment n'hésitez pas, c'est le moment d'avoir un échange. Et personnellement, j'apprécie vraiment toujours un échange avec la communauté ENAC. Et je vais partager mon écran. Voilà. Alors, Estelle, tu peux me ouais, ouais, confirmer que... ton écran est partagé, c'est bon. Donc Voilà. Est-ce que voilà, vous voyez bien mon écran? c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, rebonsoir. Donc, je m'appelle Nicolas Tenoux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis issu de l'INAC, donc master spécialisé exploitation aéronautique et gestion du trafic aérien. Promotion 2007, donc sorti en 2008, puisque l'ENAC, eh bien, c'est l'année d'entrée qui fait l'année de la promotion. Et j'ai également co-dirigé ENAC Alumni pendant presque 5 ans, administrateur et 2 ans vice-président. Et depuis juin, j'ai le plaisir d'avoir rejoint l'entreprise Jet Solidaire, qui est située à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris, et qui est à la base un service VIP d'aviation d'affaires. Donc, on propose de vendre des vols d'aviation d'affaires, de jets privés ou hélicoptères. Mais pas que. On va voir les particularités de l'entreprise et notamment sa partie solidarité et comment on peut arriver à consigner deux mondes qui, a priori, tout opposent, qui sont le monde des jets privés, du vol à la demande, et le monde de la solidarité au sens large, c'est-à-dire toutes les causes eh bien, qui sont honorables, que ce soit le soutien à la personne, le soutien au développement durable, etc. Alors, brièvement, comme introduit, eh bien, vous parlez un petit peu de mon parcours qui m'a amené à l'ENAC. Donc, à la base, j'ai fait un baccalauréat scientifique, un DUG en sciences et technologies d'ingénieur, donc ça en 2004. Puis une formation vraiment d'ingénieur classique, j'ai envie de dire, à l'IPSA, donc à Paris, qui aujourd'hui est à Paris et à Toulouse, avec une spécialité management et logistique industrielle. Et je me suis dit, en fait, je n'avais pas du tout envie de travailler en bureau d'études. Et je me suis dit, quelle est l'école par excellence qui forme à l'exploitation aéronautique? Et en gros, dans le monde, il y en a trois. Il y a l'ENAC, il y a Cranfield et il y a Embry-Riddle. Et donc, en tant que Français, je me suis dit, on va postuler à l'ENAC. On va aller faire cette belle école. Et donc, j'ai eu le plaisir d'intégrer l'ENAC en septembre 2007 pour en sortir en 2008. L'aviation, c'est vraiment une passion très ancrée chez moi. J'ai commencé à piloter très tôt, dès en fait le collège, avant même d'avoir le droit de voler en solo. Et j'ai orienté dès que possible, en fait, tous mes stages en entreprise vers le monde de l'aéronautique. Donc déjà en classe de troisième, un stage à l'aéroport de Rouen-Beauce où j'ai eu le plaisir de découvrir tous les départements qui composent un aéroport, que ce soit la préparation des vols, les pompiers, la météo, comment on entretient une piste, etc., etc. J'ai eu les chances de participer à l'échange international des cadets de l'air en 2005. Donc les cadets de l'air, j'en fais un peu la promotion parce que c'est vraiment un échange fantastique. Alors c'est organisé en France par l'Aéroclub de France et chaque année, ils sélectionnent entre 10 et 20 jeunes qui vont représenter l'aéronautique de leur pays à l'étranger. Donc j'ai eu la chance de partir aux Pays-Bas et tous les pays partenaires, en fait, c'est le même principe. Donc j'étais avec des Canadiens, avec des gens de Belgique, des gens de Chine, etc. Et ça, c'était vraiment un échange. C'était le premier contact, en fait, quand on est jeune, à l'international. Donc, au sein de l'ENAC, n'hésitez pas à en faire la promotion et dans vos réseaux respectifs. Pour tous les jeunes passionnés, c'est vraiment qu'un jour mémorable. J'ai essayé de piloter tout ce qui vole. Donc, j'ai un brevet ULM. Et depuis le mois de juillet 2023, j'ai le plaisir d'avoir été élevé au grade de senior de l'Association aéronautique et astronautique de France, notamment, et je suis sûr que vous le connaissez tous, grâce à Paul Leparoux, que je remercie encore pour son parrainage. Et en bas à droite, vous voyez donc une photo bien, du conseil d'administration d'ENAC Alumni de mémoire l'année 2015, qui a quand même occupé 5 ans de ma vie. Donc, je reste très attaché à notre association. Elle est collector, cette photo. Cette photo est collector, effectivement.
L'ENAC, donc vraiment une véritable passion pour cette école, voilà, que j'affectionne toujours et que je reste très proche de l'ENAC. Donc un master spécialisé en un an où on apprend en gros tout ce qu'il faut pour travailler sur le fait d'exploiter un avion, c'est-à-dire de l'avion conçu à la fin de vie de l'avion. Donc c'est un master qui a plusieurs fois changé de nom. Je sais qu'après il s'est appelé AATM, Aviation and Air Traffic Management. Et maintenant, en gros, c'est un peu le nouveau master spécialisé que l'ENAC propose qui se fait eh bien, online à 80-90%, parce que je crois qu'il y a quelques séjours sur le campus, mais c'est très peu, et qui s'appelle Airline Management de mémoire. Il faut aller voir sur le site de l'école. Mais c'est vraiment voilà, des cursus qui proposent d'exploiter un avion. L'ENAC, je me suis beaucoup impliqué puisque j'ai été délégué de promotion de mon master. Donc, je reste très proche encore aujourd'hui, même on va compter les années, mais 16 ans plus tard, je reste voilà, toujours en lien au moins une fois par an, j'ai envie de dire, avec les différentes personnes qui composent ma promotion. Et il y avait des gens du monde entier. Il y avait beaucoup de gens du continent africain, il y avait un russe, il y avait un chinois. Donc tous ces gens, bah, on communique par email. Et c'est toujours un immense plaisir de les retrouver. Donc, ENAC Alumni, quand même, on peut en parler de manière assez appuyée, puisqu'à l'époque, ça s'appelait Ingénac. Et à un moment donné, on s'est dit, alors il n'y avait pas que moi, il y avait des gens à qui je tiens à rendre hommage, notamment Mehdi Elkouch, qui a beaucoup dirigé aussi ENAC Alumni, président, vice-président. Il y avait Anne Cotel-Ballot, il y avait Julien Jeanvin, il y avait des gens comme ça qui se sont dit un jour, bah, il ne faut pas qu'on reste entre ingénieur et master. On est une université de l'aviation civile, donc on va ouvrir ça à tous les diplômés de l'ENAC. Et donc, on a fusionné en quelque sorte. Il y avait un GENAC, il y avait aussi une petite association qui s'était montée sur le master spécialisé MTA, Management et Transport Aérien. Donc, on a fusionné tout ça et on a participé donc, à la création en 2012 d'ENAC Alumni qui désormais représente tous les diplômés de l'ENAC. Mais on est vraiment parti de zéro, hein, parce qu'on avait des bases de données vides, etc. Et ça a occupé une grande partie sur 5 ans administrateur, 2 ans vice-président. Et je le dis maintenant avec beaucoup de sourire, mais c'était 5 ou 6 heures de travail tous les jours, en plus de mon métier de pilote. Donc c'était vraiment un gros travail pour constituer une base de données. Et aujourd'hui, ben, je rends hommage à toutes les équipes en place, hein, Estelle, Marc Walla, Elena, etc. Quand on voit ce que c'est devenu, ben, on est content de l'avoir fait. Et enfin, au quotidien, eh bien, des dons réguliers tous les mois, des dons à la Fondation ENAC. Donc, je vous invite tous à soutenir aussi la Fondation. Dans les grandes écoles, aujourd'hui, quand on paye sa cotisation aux alumni, bah, je pense qu'il faut avoir un deuxième réflexe qui est de payer sa cotisation à la Fondation pour soutenir les projets de l'école, que ce soit à l'international, dans la recherche ou dans le soutien aux élèves en difficulté. Après l'ENAC, j'ai commencé ma carrière déjà dans l'aviation d'affaires, puisque en fait, j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études de l'ENAC chez Dassault Falcon Service sur l'aéroport du Bourget. Et en fait, le hasard a fait que le poste de chargé de la qualité se libérait. Donc, j'ai postulé, j'y suis resté un an et je m'occupais de la partie qualité pour ceux qui connaissent compagnie aérienne et la partie navigabilité pour le centre de maintenance. Je ne m'occupais pas, pour parler technique, de la partie 145, c'est vraiment de la maintenance pure qui était géré par un collègue. J'y suis resté un an. C'était en fait un CDI d'un an. Il ne pouvait pas proposer en fait de CDI parce que j'étais très jeune. Donc, il fallait qu'il y ait une supervision au début. Enfin, vraiment, les autorités avaient imposé quand même un regroupement, ce qui est normal hein, pour un poste comme ça d'encadrement. Mais ça m'allait bien parce que j'avais quand même envie de piloter les avions et d'en faire un métier, de devenir pilote de ligne. Donc, j'ai pu, sur cette année de l'ENAC, on va le voir après, passer les différents concours d'école de pilotage. Et donc, il y avait 5 jours de sélection pour entrer à la Sabena Flight Academy, qui était une école que je visais, puisque c'était en quelque sorte l'ENAC belge, mais avec des limites d'âge un peu plus élevées, puisque l'ENAC avait des limites d'âge à l'époque de mémoire 26 ans, et j'étais déjà au-dessus. Et en fait, la Sabena Flight Academy à Bruxelles s'appelait avant l'EAC, l'école d'aviation civile belge. Donc, c'était un équivalent ENAC, et il y avait 5 jours de sélection, donc il y avait des maths, de la physique, de l'anglais, et tout ce qui est psychotechnique, psychomoteur, entretien de groupe, entretien psychologique, etc. Et donc, ça a marché et j'ai pu commencer eh bien, en septembre 2009 ma formation de pilote de ligne à la Sabena Flight Academy. Formation de 2 ans à Bruxelles et à Phoenix en Arizona. Il y avait 6 mois et demi. En fait, la Belgique envoie depuis 1991, je devrais dire 91 pour parler à la Belge, mais 91 puisqu'on est en France. Leurs pilotes se formaient en, Belgique, en Arizona pour le beau temps puisqu'en Belgique, le temps est quand même un peu incertain. Toute la partie vol à vue, c'est fait en Arizona, où il fait un temps magnifique quasiment toute l'année. Et c'était vraiment une expérience marquante de partir aussi loin, si jeune.
Pour ceux qui ont lu mon livre 6 mois dans la vie d'un pilote de ligne, on me dit souvent, tu en parles beaucoup, donc ça t'a marqué. Oui, ça m'a quand même marqué de partir comme ça, voler dans le désert d'Arizona à un âge quand même assez jeune. Fin de formation, il fallait se spécialiser. Donc moi, j'ai pris le Boeing 737 NG sciemment, puisqu'à l'ENAC, on apprend beaucoup l'Airbus. Donc je me suis dit, c'est quand même bien d'aller aussi, de sortir de sa zone de confort et d'aller vers un avion inconnu. Formation de 2 ans, donc j'en sors en octobre 2011, début octobre 2011. Et là, c'était compliqué parce qu'il y avait pratiquement personne qui recrutait. On était encore dans la crise post-2008. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est grâce à mon réseau personnel, notamment acquis chez Dassault, etc. Ben, j'ai trouvé un poste dans l'aviation d'affaires. Et donc, je suis resté 4 ans et demi dans l'aviation d'affaires sur ce bel avion que vous voyez en photo, qui est le Cessna Citation Jack avec les différentes variantes 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai beaucoup piloté le CJ2 et le CJ4, mais un petit peu aussi le 1 et le 3 pour différentes compagnies aériennes, majoritairement pour GlobalJet au Luxembourg, avec la chance, qui est quand même un événement marquant de ma vie aéronautique, de ramener un avion neuf sortant de chaîne depuis Wichita jusqu'à Paris. Donc, on a fait, pour ceux qui connaissent, Wichita, Québec, Québec, Goose Bay. Donc, il devait faire -10 ou -15. Et je me souviens d'avoir le nez qui pique sortant de l'avion et un désert de glace. Ça restera marquant. Après Goose Bay, Keflavik, Keflavik, Luxembourg, Luxembourg, Paris. Donc, ça aussi, c'est une expérience quand on est au-dessus de l'eau et de l'océan dans un petit avion d'affaires. C'est une expérience marquante. J'y suis resté 4 ans et demi et ça a été très enrichissant pour déjà, et on va en parler après par rapport à Jet Solidaire, casser les préjugés. C'est-à-dire que l'aviation d'affaires, beaucoup de personnes pensent que les gens recherchent le luxe. C'est complètement faux. Les gens qui prennent des jets d'affaires recherchent surtout bien, de la souplesse d'exploitation. C'est-à-dire, pour un patron, le fait de faire 4 rendez-vous dans la même journée, dans 4 villes différentes, le fait de partir aux horaires qu'ils veulent, dans les aéroports les plus proches possibles de leur lieu de rendez-vous. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt de l'aviation d'affaires. On me pose souvent la question, et je le dis à beaucoup d'honnêteté, 90% des gens que j'ai transportés, je ne les connaissais pas. Les gens me disent, tu as dû transporter des stars, etc. 90%, je ne savais pas qui était à bord. Il y a eu 10% de gens connus, allez, 10-15%. Mais la majorité, c'est des gens qui recherchent une souplesse et qui, en fin de compte, quand ils voyagent à 4 ou à 6, c'est pas si cher que ça à l'heure de vol par rapport aux bénéfices que ça peut rapporter à l'entreprise. Le problème pour un pilote de ligne dans l'aviation d'affaires, il y en a deux. On ne vole pas beaucoup. En termes d'heures de vol à l'année, c'est quand même beaucoup de temps à attendre. Et le deuxième problème, c'est qu'en termes de tonnes, de masse de décollage, ce n'est pas des avions trop gros. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il va quand même falloir aller faire du gros avion, comme disent les enfants, c'est-à-dire de l'avion qui a du poids au décollage et qui permet quand même sur un CV d'étoffer un peu son expérience. Donc, je me suis retrouvé comme ça bien, à passer la sélection et j'ai eu la chance de la réussir pour une compagnie qui s'appelle Wizz Air, qui est une low cost basée à Hongrie, à Budapest. Et j'y suis resté 2 ans, basé la première année à Bucarest en Roumanie, la seconde année à Londres. J'ai eu la chance d'ouvrir Wizz Air UK, deuxième valve d'arrivée bien, sur Wizz Air UK. Et grâce à l'ENAC, j'ai pu avoir des fonctions au sol, puisque dès le début, j'ai intégré l'équipe de gestion des menaces et des risques grâce à un monsieur que peut-être certains connaissent, qui s'appelle Bernard Vigneault, qui a travaillé chez Airbus à Toulouse et qui un jour à l'aéroport m'a reconnu et m'a dit on s'est vu quelque part et je dis oui, je pense que ça doit être Airbus et m'a proposé donc d'intégrer l'équipe de gestion des menaces et des risques. À la fin de mon contrat, j'étais aussi instructeur sol et recruteur, mais c'est vraiment le gros de mon travail, ça a été quand même d'être dans l'équipe de gestion des menaces et des risques. Ce qui est passionnant parce que Wizz Air ouvrait à l'époque de nombreuses lignes, donc il fallait en permanence faire une évaluation des risques et des menaces sur les aéroports nouveaux. Donc, ça impose quand même d'avoir le regard de l'ingénieur au sol en plus du regard de pilote. Été 2018, l'opportunité de faire du long courrier s'est offerte. Et donc, je n'ai pas hésité non plus pour gagner un peu en expérience. J'ai intégré la compagnie norvégienne et j'y suis resté jusqu'à la fermeture en fait, du secteur long courrier en juin 2021. Je faisais des vols long courrier, majoritairement les USA. J'ai fait un petit peu de vol sur Dubaï au départ d'Oslo quand il y a eu la crise du 737 MAX. Mais la grande majorité, c'était les vols États-Unis au départ de Charles de Gaulle. Pareil, découverte du Boeing. Je voulais voir l'Airbus, du Boeing, voir un peu les deux. Et ça a aussi été une expérience
tout à fait enrichissante sur notamment les facteurs humains sur des vols aussi longs, puisque les Paris-Los Angeles, c'est des vols d'11 h 30 et 12 heures selon les vents favorables ou non. Quand Norwegian s'est arrêté, c'était la crise du coronavirus. Donc, c'est posé la question de quoi faire. Et je voyais en fait que personne ne trouvait du travail. J'ai hésité à faire une qualif pour ceux qui connaissent d'SFI, instructeur simulateur. Pareil, tous ceux qui l'ont fait, je connais quasiment personne qui a trouvé du travail. Donc, je me suis dit, c'est aussi le moment d'étoffer les connaissances. Et moi, j'avais en tête depuis toujours de faire un master un peu plus business, puisque je voyais qu'en compagnie aérienne, en fait, pour accéder vraiment à des postes de direction, il fallait avoir une bonne couche quand même business. Et donc, j'ai eu la chance d'intégrer une école de commerce que vous connaissez tous, qui s'appelle HEC Paris, pour un master de 18 mois, qui est un programme exécutif, qui est en innovation entrepreneuriat. J'ai choisi ce programme parce qu'il se faisait complètement à distance, avec facultativement des cursus présentiels. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir tout faire, mais pour ce qui est validation des modules, il se fait à distance avec un axe qui me plaisait beaucoup, qui est un axe innovation. Et j'imagine que ce soir, beaucoup dans la salle ont quand même des cursus ingénieurs. Et donc, pour nous, ingénieurs, ça nous parle, l'aspect innovation. Et HEC, j'ai vraiment adoré. J'y suis resté encore aujourd'hui très attaché avec des fonctions à HEC Alumni puisque à la vie, je représente mon master et ma promotion. J'ai été aussi là délégué de promo pendant tout le cursus. Et en parallèle, j'ai travaillé comme consultant pour France Aviation Civile Service. Pour ceux qui connaissent, c'est sur le campus de l'ENAC à Toulouse. C'est géré par un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Farid Zizi, qui a été directeur des études de l'ENAC pendant peut-être, Estelle me dira que j'ai des bêtises, pas loin de 10 ans. Et un monsieur vraiment brillant qui se donne beaucoup de mal pour développer France Aviation Civile Service. Et j'ai pu combiner les deux. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes sur le campus de l'ENAC, à passer, je crois que c'est le bâtiment voisin, si je ne dis pas de bêtises, à gauche quand vous rentrez dans le campus. Vous prenez la première à gauche, vous allez tout droit, juste avant tout ce qui est bâtiment pour les syndicats et garderie pour les enfants. Voilà, il y a la villa Frax. Et donc, allez les voir, ils font des choses fantastiques en navigation aérienne, en opérationnel, pour des aviations civiles étrangères, pour des développements en Inde, dans des pays vraiment fantastiques. Donc ça m'a occupé 1 an et demi. À l'issue d'HEC, je me suis dit quoi faire. Alors, je voulais quand même revoler, parce que la passion du vol, quand on l'a à vie. Donc, je voulais revoler, et donc j'ai postulé pour une compagnie qui s'appelle Avion Express, qui est en Lituanie. J'ai postulé pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était de l'Airbus A320 que j'aime beaucoup. La deuxième, c'est que c'est une société qui vous prend en charge à votre domicile. Donc, c'est très pratique au niveau logistique. On n'a pas à s'occuper de trouver un logement, comme c'était le cas chez Wizz Air, ou de gérer ses billets d'avion. Avion Express s'en occupe. Alors, c'est de l'ACMI, hein, pour ceux qui connaissent. ACMI veut dire Aircraft Crew Maintenance Insurance. Ça veut dire que, regarde, voilà, mon écran qui apparaît. Ça veut dire que, en fait, on fait des vols pour des compagnies clientes. On fournit avions et équipages pour des compagnies clientes. Et ils m'ont passé tout récemment, il y a 10 jours, instructeur au CRM, Crew Resource Management, et on fait des vols dans le monde entier. Par exemple, là, dans quelques jours, je pars à Saint-Domingue, en République dominicaine. J'ai été beaucoup en Allemagne, j'ai aussi été à Antalya. Donc, pour qui aime la diversité, ce qui est mon cas, en termes de diversité, on est servi également en termes de croissance, puisqu'on a aujourd'hui 56 avions et on passe à 120 avions. Et je voulais également ne pas faire HEC juste pour faire HEC. Je me suis dit à un moment donné, c'est comme ingénieur, c'est bien d'avoir le diplôme, mais il faut appliquer les connaissances. Et donc, j'ai rencontré Sébastien qui cherchait quelqu'un pour développer un peu de jet solidaire. Et très rapidement, ça a matché, comme disent les jeunes, puisqu'on a eu envie de travailler ensemble. Et moi, j'ai eu envie de le faire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une société d'aviation d'affaires, un secteur que j'aime beaucoup, auquel j'aurais très attaché. Et ensuite, vraiment, pour la partie solidarité et la singularité de l'entreprise, qui vraiment, quand même, c'est très rare dans le monde de l'aviation d'affaires d'avoir une composante solidaire aussi forte. Donc, j'ai été nommé directeur de développement depuis le mois de juin. Donc, on est basé à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris. Et je m'empresse de dire, parce que les gens souvent font un rapprochement entre Issy-les-Moulineaux et Paris-le-Bourget, on peut faire des vols dans le monde entier. Voilà, donc ce n'est pas seulement des vols au départ de Paris-le-Bourget. On fait des vols voilà, au départ de la France, mais on a fait aussi des vols au départ des États-Unis d'Amérique, etc., etc. Alors,
Pourquoi, je vais rentrer un peu dans le détail, pourquoi j'ai choisi moi de travailler pour Jet Solidaire et pourquoi c'est intéressant pour le client. Alors déjà, ce qui est important de souligner, c'est qu'on fait du service ultra personnalisé. On a aujourd'hui la chance, entre Sébastien et moi et une troisième personne, de pouvoir, par exemple, couvrir tous les départs et toutes les arrivées de vol dans la zone de Paris. Donc, on a vraiment, on suit nos clients, on les accompagne. Donc, ça, c'est une valeur à laquelle je suis attaché. Je veux quelqu'un qui prenne un jet d'affaires avec nous, soit assuré qu'on va se préoccuper de toutes ces contraintes. On n'est pas seulement, on n'est pas une compagnie aérienne, on est un broker d'aviation d'affaires. Donc, le fait d'être un broker permet de suivre de manière plus personnalisée les clients. Ensuite, comme on est un broker, un client qui va nous interroger, par exemple, pour faire un Paris-Marseille, nous, on va pouvoir proposer plusieurs avions de plusieurs compagnies aériennes partenaires. Donc, ça garantit quand même le meilleur tarif. Et enfin, une composante à laquelle on est très attaché, c'est la composante solidarité. Donc, Sébastien va le détailler, mais pour faire simple, on fait en gros trois choses. On propose aux gens de compenser leurs émissions de CO2. Donc, ça, c'est un point quand même aujourd'hui très important à l'heure où l'aviation d'affaires est décriée de manière, alors à tort ou à raison, c'est un débat à volonté, de mon point de vue, un peu à tort, puisque l'aviation en général, c'est 2% des émissions de CO2. Mais soit, quand même, dans le grand public, c'est vrai qu'avoir une ou deux personnes dans un avion qui polluent, etc. Donc, nous, on propose de compenser. Le deuxième élément, on fait ce qui, et ça, il faut rendre hommage à Sébastien parce que c'est vraiment une idée, je trouve, très innovante. On fait des vols solidaires. C'est-à-dire qu'un client, par exemple, qui va nous acheter un Marseille-Paris, si l'avion part à vide de Paris, on va essayer, ça se fait en partenariat avec plusieurs associations, de mettre dans l'avion des personnes qui ont un parcours de vie difficile et on va leur donner à la fois de la motivation et à la fois potentiellement ensuite une reconversion professionnelle ou en tout cas une envie d'exercer dans l'aviation via ce vol à vide. Et la troisième composante, c'est qu'à titre personnel, on fait des dons. Moi, une partie de ma rémunération de Jet Solidaire part à la Fondation ENAC et également à la Fondation HEC. Donc, on s'engage moralement à reverser une partie pour des causes associatives et caritatives. Alors, une vidéo courte vaut parfois mieux qu'une parole, même si elle est de quelqu'un qui est passionné et motivé. Donc, une courte vidéo de 2 minutes 30 qui présente Jet Solidaire et qui présente notamment le fait qu'on a été lauréat pour les aspects écologiques. Donc, je lance la vidéo, j'espère qu'elle va marcher. Estelle, tu me dis si ça marche ou pas. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dequesne et je vais vous présenter Jet Solidaire. Je suis ingénieur en aérodynamique de formation et puis je me suis mis donc à louer des jets privés à des clients fortunés. Et en parallèle, j'ai eu pas mal d'engagements avec différentes associations en France, mais également dans des pays en voie de développement. J'ai eu envie de dresser des passerelles entre ces deux mondes qui sont tellement opposés et qu'on a toujours tendance à opposer. Donc c'est ce qui m'a donné envie de créer Jet Solidaire. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir me battre pour des sujets qui me tiennent à cœur. Clairement, j'aime beaucoup le côté jet, j'aime beaucoup le côté solidaire, j'aime bien lier les deux et je pense que c'est un sujet auquel on ne s'attaque pas aujourd'hui. Jet Solidaire offre un service d'excellence à ses clients. Les habitués de l'aviation d'affaires retrouveront chez Jet Solidaire le service auquel ils sont habitués. Maintenant, après, ce qui change chez Jet Solidaire, c'est justement notre approche. On a envie de proposer des avions qui sont juste adaptés aux besoins de nos clients. On ne veut pas aller dans la démesure. Et puis on rentre dans le dialogue au sujet de la solidarité si le client a par exemple des préoccupations au niveau de la RSE. On est nous-mêmes très fortement engagés, notamment avec nos différents partenaires, la Fondation Caritas France, les Avions du Bonheur, Aviation sans frontières. On essaie nous-mêmes de lancer des projets solidaires et on a justement envie de proposer à nos clients de nous suivre dans ce parcours solidaire-là également. Notre démarche justement au niveau environnemental est très engagée, elle est vécue parce que justement on a le choix des avions. Donc là on a déjà directement un impact concret sur les émissions et puis après il y a la démarche de la compensation carbone qui est une démarche engagée donc qui consiste à mesurer les émissions d'un voyage et puis après à financer des projets qui permettent d'éviter l'émission d'une même quantité de gaz à effet de serre ailleurs. Je pense que compenser son carbone, c'est être responsable. On connaît tous les chiffres sur le changement climatique et on peut tous essayer de faire quelque chose. Donc je vous conseille de compenser d'une façon solidaire
avec nous, avec Good Planet. La fondation Good Planet, bien sûr, ne peut que encourager la mission de Jet Solidaire, l'entreprise Jet Solidaire. Ils font un travail formidable. Par le passé, quand j'étais en contact avec mes clients, nous parlions uniquement d'avions et d'hélicoptères. Aujourd'hui, nous parlons de solidarité et d'actions concrètes. Le dialogue est passionnant et enrichissant. Conclusion, Jet est solidaire, c'est possible. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Sébastien, tu as la parole pour parler d'Aide solidaire plus en détail. Voilà, bonjour à tous. Donc je vais partager mon écran à mon tour. Hop. Hop. Ici, est-ce que ça va marcher? Bon, voilà, on voit l'écran. Il n'est pas encore en diaporama, mais C'est bon là, je crois. voilà. C'est bon là? Parfait. Impec. Voilà, je c'est voulais aussi, donc on a beaucoup parlé donc, de Nicolas et de moi, et puis aussi saluer Daouda qui fait partie aussi de l'équipe depuis le départ et qui est présent également. Donc merci Daouda de faire partie de l'aventure depuis le début. Alors quelques petits mots de présentation. Donc j'ai 44 ans, je suis ingénieur aéronautique. J'ai aussi eu mon brevet théorique de pilote privé. Après pour des raisons de temps et aussi j'étais moins passionné que Nicolas. Et puis aussi de finance, j'ai pas donné suite. Je travaille dans l'automobile. Je loue des avions depuis 2009 pour différentes compagnies. Et j'ai eu effectivement quelques engagements auprès des plus pauvres. On a quelques photos ici en bas avec Inaldo au Brésil, avec la Croix-Rouge. Donc la première expérience très très forte, c'était pendant mes études. J'ai vécu pendant un mois dans un bidonville aux Philippines. Et ça, c'est sûr que ça a été une expérience très très forte, moi qui ne connaissais absolument rien. Donc à tout ce qui est solidarité, on voit sur la photo ici à gauche. Là, j'étais à Tondo, qui est le plus grand bidonville de Manille. Et on a l'entrée de la maison. J'habitais dans une famille. Ça faisait partie des meilleurs quartiers du bidonville. Et c'est là que j'habitais. Voilà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore d'appareil photo numérique. Du coup, je n'en avais pas. Donc, voilà, je n'ai pas énormément de photos, mais j'ai un souvenir très, très marquant. C'est en fait là où j'habitais, dans la maison, là où j'habitais, pour se laver, il y avait juste une grande bassine d'eau. Et on se lavait avec ceci, je l'ai toujours. On a acheté un bucket comme ça. Il n'y avait pas de douche, rien du tout. Au bout de 10 jours, j'ai pu aller chez les voisins et les voisins avaient une douche. Enfin, c'était de l'eau froide et tout, mais c'était très très bien. Tourner un robinet et tout, on réalise pas le matin quand on prend sa douche, la chance qu'on a de pouvoir tourner un robinet et de pouvoir prendre une douche. Donc, voilà. Mais j'ai gardé le bucket. Aujourd'hui, c'est surtout mon fils qui joue avec quand il prend son bain. Mais voilà, c'est bien le fait de le regarder, là, fait réaliser, rappelle encore une fois à quel point on est privilégié, on a de la chance. Donc, j'ai pu continuer, faire d'autres missions avec le pouce humanitaire, donc au Brésil, faire ça donc au Pérou. Ensuite, une expérience très marquante. J'ai vécu pendant plus de 2 ans avec d'anciens SDF. Donc là, on a un article du JDD. Donc, j'étais déjà dans la location de jet privé. Il n'y avait pas encore de jet solidaire. On me voit en bas sur la photo. J'étais dans la petite chambre de 9 mètres carrés avec les Falcons en arrière-plan. Donc, ça, évidemment, ça amusait les journalistes qui passaient par là d'avoir un loueur de jet privé qui vivait avec d'anciens SDF. Donc, ici, c'est une photo avec Marco, avec qui j'ai habité là, à Valgeros. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a autant d'idées reçues. On peut choisir les horaires. Il n'y a pas de temps d'attente. La discrétion et la sécurité, donc finalement, l'intérêt principal, c'est qu'on a des gains de temps donc, qui sont considérables. Alors,
du coup, la question, c'est comment utiliser l'aviation d'affaires pour dresser des passerelles entre les plus fragiles et les plus privilégiés. J'ai toujours trouvé que cette image, en fait, illustrait assez bien la problématique. Hein, cette passerelle-là, donc, qui a envie de la traverser. Voilà. Donc, en 2014, j'ai rejoint le conseil d'administration d'une association qui s'occupe de jeunes au parcours très difficile. Et c'est là qu'en fait, on m'a fait réaliser que les jets privés, en fait, c'était une chance extraordinaire. Parce que grâce aux jets privés, j'étais en contact avec des personnes qui avaient les moyens d'agir. Et c'est donc là qu'est née l'idée de Jet Solidaire. Donc, déjà ici, voilà, pour l'historique, en novembre 2014, le premier logo de Jet Solidaire. Et puis en mars 2015, donc la création de Jet Solidaire. Donc, voilà. Et puis après, voilà, le deuxième logo. Alors, Jet Solidaire, tout a pu être lancé grâce à de nombreux partenaires. Donc, je tiens à remercier des partenaires comme Aviation Factory, qui est un autre courtier en aviation d'affaires qui m'a beaucoup aidé. Partenaire du départ, Fondation Caritas, Good Planet, on a entendu parler. Et puis surtout par la suite, Aviation sans frontières, qui est une ONG qui utilise depuis plus de 40 ans tous les moyens de l'aérien à des fins de solidarité. Les avions du bonheur, Entrepreneurs d'avenir, Make Sense. Voilà, au départ, en 2015, j'avais voulu les remercier aussi en les associant à une ascension du Mont Blanc. Voilà. Mais en fait, quand j'ai lancé Jet Solidaire, j'étais convaincu que Jet Solidaire allait avoir un succès complètement fou. J'étais vraiment convaincu du projet. Hein, la solidarité, c'était mon moteur. Le début, vraiment, voilà, j'ai démarré fort. Il y avait des commandes et tout, ça marchait bien. Franchement, un très, très bon départ. Il y a un gros travail qui est fait, le site internet, les réseaux sociaux. Il y a un grand enthousiasme auprès des personnes que je rencontre. Je me souviens de différentes rencontres voilà, notamment voilà, auprès de personnes qui étaient impliquées dans la RSE et tout. Vraiment, comme quoi ça semblait confirmer que c'était une superbe idée. Donc, Jet Solidaire a été 2 fois finaliste du concours La Fabrique à Viva en 2016 et 2017. Donc ça a été beaucoup de travail et tout. Mais est-ce que c'était vraiment les bons combats à mener? Hein, donc, et dès le départ, je dis et je le pense toujours, si Jet Solidaire réalise des millions d'euros de chiffre d'affaires mais échoue sur la solidarité, ce sera un échec total. Donc ça, j'en suis toujours convaincu aujourd'hui. Maintenant, la réalité, c'est qu'en 2016 et 2017, ça a été 2 années plutôt difficiles. 2018, ça a commencé à aller mieux. Et puis surtout, à partir de 2019, ça a été mieux. Mais vraiment, il y a eu des années qui étaient très, très compliquées. Voilà. Donc, c'était pas facile. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'action de solidarité sans business. Et voilà. Donc, très, très important pour pouvoir mener des actions de solidarité. On a besoin de business. Ça, c'est très, très important. L'idée de départ de Jet Solidaire, c'était d'utiliser les locations de jets privés pour collecter des fonds pour des projets de solidarité. L'idée étant de dire, prendre un avion d'affaires, c'est très, très utile, mais on peut pas nier que c'est un moyen privilégié de voyager, donc ça peut faire du sens d'en faire un petit peu plus. Donc, il y a eu certains succès donc, dans cette démarche de collecte de fonds, mais là, en dessous de tout ce que j'espérais. Alors, donc, il faut revenir au cœur du métier de Jet Solidaire. Le cœur du métier de Jet Solidaire, Nicolas en a parlé tout à l'heure, c'est l'affrètement d'avions d'affaires. Un avion d'affaires, c'est une machine à gagner du temps. Et les raisons pour choisir Jet Solidaire, sécurité, excellence, discrétion, prix, expérience, et puis également l'engagement solidaire. Alors, on a 2 offres. Une offre classique parce qu'on se positionne en tant que broker, en tant que courtier en aviation d'affaires. C'est-à-dire que les gens contactent aussi Jet Solidaire pour avoir du prix. Donc, l'idée de départ de vouloir inclure des dons, inclure plein de choses dedans et tout, générer des coûts supplémentaires, c'était tout simplement pas viable. Donc, il y a besoin d'avoir une offre classique. Et puis, on a également une offre solidaire avec une charte qui existe depuis 2017. On n'a pas entendu la cabale contre les jets pour lancer cette charte. C'est donc, voilà, premier point de la charte, c'est privilégier le train ou les vols de ligne lorsque l'aviation d'affaires n'apporte pas une réelle valeur ajoutée. Donc, choisir des avions adaptés aux besoins, optimiser l'affrètement en essayant de remplir les avions
les avions affrétés et puis privilégier les avions les moins polluants et compenser les émissions restantes. Et puis très important aussi, donc surtout aujourd'hui, à l'époque, on parlait presque uniquement de compensation carbone. Aujourd'hui, on parle plutôt de contribution carbone. Donc l'idée étant très très clairement d'essayer de voir comment on peut réduire les émissions. Il y a un moyen qui est très simple pour réduire les émissions, c'est déjà d'essayer de choisir les avions qui ont moins de vols de mise en place. S'il y a moins de vols de mise en place, évidemment, il y a moins d'émissions de CO2. Donc voilà, et puis l'objectif, évidemment, c'est d'entrer dans le dialogue avec ces personnes au sujet de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et avec un nom comme Jet Solidaire, à l'époque, quand j'ai travaillé pour les différentes compagnies, c'était assez difficile d'aborder un client en disant « et si on parlait de solidarité ?» Avec une société qui s'appelle Jet Solidaire, évidemment, la première question du client, souvent, c'est « pourquoi Jet Solidaire ?» Donc ça, à ce niveau-là, ça fonctionne plutôt bien. Donc, parmi les plus beaux succès, Nicolas en a parlé tout à l'heure, ce sont les vols solidaires qu'on a lancés avec Aviation sans frontières, donc qui consistent à utiliser des vols vides sur des petits avions d'affaires et pour faire vivre une expérience forte et valorisante à des personnes, par exemple, qui ont connu la rue ou qui ont connu de grandes difficultés. Alors, au départ, quand j'ai lancé cette idée, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sourires. Les gens m'ont regardé avec des grands sourires, pensant que vouloir débarquer à l'aéroport de Bourget avec majoritairement d'anciens SDF, c'était quand même assez osé et assez audacieux. Et puis, bon, finalement, on l'a fait et ça s'est très, très bien passé. Donc, voilà, il y a de nombreuses vidéos. Donc, on pourrait d'ailleurs regarder une petite vidéo maintenant. Je ne sais pas si j'ai la main pour… est-ce que j'arrive à nouveau partage? Est-ce que je peux partager une Il vidéo? faut juste partager l'audio, hein. N'oublie pas de partager l'audio aussi, du coup. Ah oui, d'accord. Alors, je vais essayer, hop, vite de faire, parce qu'on a un tout petit peu de temps, ça peut être intéressant d'en voir une. Est-ce que… Alors, ici… Vous pourrez les revoir. Il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube de Jet Solidaire. Et puis, on va regarder où est-ce qu'elle est. Hop. Ici, et on peut regarder celle-ci, par exemple. Ah, désolé. Voilà. Et puis, on va mettre… Alors là, je dois partager le son, c'est ça? Oui, partager l'audio et partager la vidéo, du coup. Et alors, ça, vous êtes en train de partager votre écran. Et, et ça se… Il faut peut-être départager le premier écran pour partager l'autre. Partage. Voilà. Et puis, donc, je recommence. Et donc là, je retourne sur… Ah, zut. Je retourne ici. Partager l'écran. Voilà. Et là, il y a un clic. Ah, partager l'audio. OK, je suis dessus. Partager. C'est bon. Ça Là, marche. est-ce que ça fonctionne? Ça marche. Ah oui, très important, ces vols solidaires génèrent 0 CO2 en plus puisqu'il s'agit de vols de mise en place. Donc d'un point de vue écologique, c'est absolument inattaquable. Une émission qu'on a fait pour Deauville, l'association Captif la Libération, et en fait, il y a un centre d'hébergement, donc un centre d'hébergement et de stabilisation. On a pu faire cette mission avec Globert. À bord d'un Cessna Citation Mustang. C'est d'ailleurs très intéressant de proposer après commercialiser des avions qui ont servi Les sensations de mes 17 ans, la dernière fois que j'ai pris un avion. Ah.
nombreux partenaires qui se manifestent, comme par exemple Sky Gourmet qui nous offre la restauration en vol sur chaque vol. Là, c'est le seul vol où on a eu le champagne à bord. Souvent, on doit faire attention avec l'alcool, avec les personnes qui viennent, mais là, il n'y avait pas de contre-indication. Very much. Was a pleasure having you. Bye bye. Bye bye. L'objectif après, c'est toujours d'avoir un petit moment sympathique sur place. Par exemple, si on est on est à la mer, d'avoir un déjeuner avec vue sur la mer ici. Et le retour, la plupart du temps, du coup, comme il s'agit de vol à vide, c'est un retour en train. On a eu parfois des retours en avion. Mais voilà en image, donc un de nos vols solidaires. Voilà. Donc j'en suis arrivé à la fin de la présentation. Si vous avez des questions. Il y a des questions dans le chat. Je vous propose de prendre la parole si vous voulez directement, puisque ça sera plus simple. On avait par exemple une question de Christian. Christian, vous voulez bien ouvrir votre micro? Christian, êtes-vous là? Sinon, je peux répondre à Christian. Non, je lis la question. Bonsoir Sébastien, comment marche votre business model? Les opérateurs vous mettent à disposition les empty legs gratuitement. Alors, le business model, donc c'est du courtage en aviation d'affaires. C'est-à-dire que typiquement, un client demande un vol, je dirais ça comme ça. Ah, Christian est arrivé. Entre Paris et Madrid, par exemple, et on recherche pour lui les vols les plus avantageux pour faire ce vol. Ça, c'est le business model. Concernant les vols solidaires, effectivement, l'objectif, c'est de trouver des opérateurs qui acceptent de nous donner donc gratuitement les vols à vide. Donc voilà, tous les opérateurs ne sont pas prêts à participer à cette mission, mais il y a des opérateurs qui sont vraiment très enthousiastes pour participer, et donc ça pose aucun problème. Et puis il y en a d'autres qui, sont moins enthousiastes. Mais c'est ça le business model. Je voudrais préciser, s'il y a des gens ce soir dans les compagnies aériennes d'aviation d'affaires, que l'intérêt d'accepter aussi les vols solidaires permet d'accepter aussi du business, parce que en fait, c'est pas simplement un accord pour un vol à vide où on met des personnes en vol solidaire, c'est aussi un accord business, parce qu'il y a le retour qui se fait avec un client qui paye. Donc il faut vraiment que les opérateurs le voient, et on a un travail de communication à faire là-dessus, le voient comme une opportunité business et solidaire. Et souvent, quand on leur parle de vol solidaire, ils se disent: ah, mais oui, mais c'est juste mettre à disposition un avion gratuitement sur un vol à vide. Non, c'est aussi un retour qui va être payé par un client. Donc, il y a encore une fois, il y a la jonction des deux mondes. Et notre travail, c'est aussi d'expliquer, de faire de la pédagogie pour que les opérateurs comprennent bien. Et c'est évident aussi que lorsque nous allons affréter des avions par la suite, on va privilégier, quand c'est possible, les opérateurs qui ont participé aux actions de solidarité. Donc ça, c'est une évidence. On a aussi... Win-win, c'est exactement ça. On a aussi une question de Gilles. Gilles, est-ce que vous voulez prendre la parole? Voilà. Oui, je relis tout simplement ma question. Est-ce que vous avez réussi à embarquer des exploitants d'aéroports, des types Vinci ou autres, dans votre aventure, de façon à peut-être obtenir des réductions, voire des franchises de redevances aéroportuaires? Même chose pour le handling? Alors oui, tout à fait. Alors là, à ce niveau-là, donc par exemple, Vinci Airports voulait absolument accueillir un vol solidaire à Lyon-Bron. Donc voilà, on a voulu mettre certaines choses en place. Maintenant, après, évidemment, c'est plus facile de trouver des vols à vide au départ de Paris que de Lyon. Puis au niveau des associations aussi,
ce qui est très important, c'est qu'en fait, les vols à vide, les vols solidaires, il y a un risque d'annulation jusqu'à la dernière minute, puisque ce sont des vols de mise en place. Si jamais la mise en place change, ben, le vol à vide est annulé. Donc, par rapport aux associations avec lesquelles on est en contact et auxquelles on propose des vols solidaires, on leur dit toujours, ben, le vol peut être annulé jusqu'à la dernière minute. Donc, pour éviter de déplacer des personnes pour rien, typiquement, si j'ai des bénéficiaires qui sont à Paris, je vais éviter de prendre un vol à vide entre Lyon et Paris. Je vais prendre uniquement un Paris-Lyon. Comme ça, si jamais il y a une annulation de dernière minute, mais dans le pire des cas, on était jusqu'à l'aéroport et on rentre derrière. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis après, voilà, donc par rapport à Vinci, donc Vinci Airport voulait absolument faire un vol. Donc, on a pu faire une mission au départ de Lyon-Bron. On espère en faire d'autres. On a des agents de handling, effectivement, qui sont prêts à nous offrir le handling ou un demi-handling ou à bien participer. Donc, ça, c'est très, très chouette également. Et puis, donc, tous les partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure, on a par exemple des sociétés de véhicules avec chauffeur qui nous mettent gracieusement à disposition un Mercedes classe V pour aller chercher les passagers, nos passagers VIP d'un jour dans leur centre d'hébergement. Donc, voilà, donc voilà, toute une chaîne de solidarité qui se met en place et c'est vraiment c'est très, très émouvant. Et merci. On a Christophe qui a levé la main. Christophe, vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour, bonsoir à tous. Donc, je suis Christophe Larrette, je suis pilote de ligne PL 98. Alors, il se trouve que dans ma compagnie, ça nous arrive parfois de transporter pour ASF des passagers qui ont besoin de subir des opérations, etc. Donc, bon, mais bien évidemment, c'est fait totalement bénévolement et la compagnie ne fait rien payer. Mais ça se fait, on va dire, dans un cadre de transport public de passagers. C'est-à-dire qu'il va y avoir un siège qui va être réservé parmi le nombre de sièges qui sont vendus aux autres passagers qui, eux, payent leur billet. Donc déjà, j'avais une première question. Est-ce que ça vous arrive que, parce que là, vous parlez de mise en place à vide, mais je pense que ça doit être quand même assez difficile de pouvoir faire le match entre un vol aller à vide qui va être bénéfique pour la personne que vous avez besoin de transporter par solidarité pour aller d'un point A à un point B, et de l'autre côté, ce fameux vol retour. Voilà, si j'ai envie de dire, l'hôpital n'est peut-être pas forcément à l'endroit où on doit prendre le businessman. Donc ça, c'était... en fait, ma question, c'est est-ce que, là, vous parliez par exemple de Paris-Lyon, je crois, comme exemple, est-ce qu'il y a des businessmen qui seraient prêts à accepter que s'il reste une place dans le vol qu'ils occupent, cette place soit attribuée à un passager qui ne paiera pas sa place par solidarité? Donc ça, c'était ma question. Et puis sinon, j'ai quand même une remarque, on va dire un petit peu plus générale, holistique, où je comprends tout à fait qu'il y ait besoin de construire un business model, un modèle économique qui tienne. Mais là, à vous écouter très sincèrement et sans qu'il y ait de ma part une volonté, on va dire, d'agressivité, mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu le mariage de la carpe et du lapin pour faire finalement ce qu'on appelle du carewashing, c'est-à-dire d'essayer d'habiller un business model qui aujourd'hui est de plus en plus, on pourrait dire malheureusement, mais c'est un fait, l'aviation d'affaires est l'un des modes de transport qui pollue le plus. Et donc de vouloir mettre un vernis de prise en compte du bien-être d'autrui pour pouvoir maintenir cette activité, ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Et pour en venir d'ailleurs à l'exemple du Paris-Lyon, j'ai envie de dire, il y a le train entre Paris et Lyon, et je ne suis même pas sûr que le businessman il va perdre tant de temps que ça. Et je pense aussi que
à terme, enfin à terme, court terme, on a quand même une obligation d'éducation de nos fameux businessmen pour gérer différemment leur temps. Je comprends qu'ils aient besoin de ne pas perdre de temps, qui doivent être efficaces, mais pour ma part, personnellement, j'ai arrêté de prendre l'avion à titre personnel pour aller à mon travail. Je prends le train et en fait, si le train c'est un petit peu plus long, je suis beaucoup plus productif dans un train que dans un avion. Voilà, j'ai terminé. Je vais commencer, puis Sébastien, si tu veux, tu compléteras. Non, je voudrais dire plusieurs choses. Bon, je vais répondre sur la deuxième partie, puis on prendra ensuite l'aspect vol solidaire. Je pense qu'il faut séparer les problèmes, Christophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jet Solidaire ou une autre compagnie aérienne d'aviation d'affaires ou un autre broker n'a pas vocation à réguler les vols d'aviation d'affaires. Donc ça, ce n'est pas du tout notre sujet à nous de régulation. Donc là, sur ta question, l'aspect est-ce qu'un businessman, etc., ce n'est pas notre sujet. Nous, notre sujet, c'est qu'il y a des vols d'aviation d'affaires et on essaie d'apporter une réponse. Donc sur l'aspect, est-ce que ce n'est pas pour mettre du maquillage ou quelque chose au niveau écologie? Je pense qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire qui aujourd'hui, dans les opérateurs d'aviation d'affaires, propose une compensation. Donc, ça a au moins le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, au moins, on essaye de proposer une compensation des émissions de CO2. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que prendre le problème et c'est comme ça que je l'ai vu en rejoignant Jet Solidaire. C'est-à-dire que de toute façon, le marché, il est là et ce n'est pas une société commerciale d'aller réguler les vols d'aviation d'affaires. Ça, c'est un sujet qui est tout à fait louable et on pourra en débattre pendant des heures, mais qui revient plus aux autorités, à l'État ou à l'aviation civile, etc., etc. Donc, nous, on part du principe, le marché, il est là. Il y a des gens qui ont des besoins de prendre l'aviation d'affaires. On a une conscience solidarité écologique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent pour qu'à la fois, ils aient la flexibilité qu'ils recherchent et qu'à la fois, on propose une compensation des émissions de CO2. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur les vols solidaires, après je vais passer la parole à Sébastien, et le business model. En fait, l'avion, donc on va prendre un Paris-Marseille-Paris, qui part à vide de Paris pour aller chercher un passager à Marseille qui lui paye son billet et le ramener à Paris. De toute façon, le client a payé l'aller-retour, puisque l'avion part de Paris. Donc, il a payé les deux legs. Donc, le vol solidaire, ce n'est pas mettre dans un avion avec un passager payant. Sébastien va vous en parler ensuite. Je crois qu'on ne l'a jamais fait dans l'histoire de Jet Solidaire. Mais ce n'est pas d'avoir un passager à bord qui paye avec une personne en plus. C'est sur un vol à vide. Nous, on s'est dit, plutôt que l'avion parte à vide pour rien, entre guillemets, pour aller chercher quelqu'un, on va l'utiliser. C'est ça, en fait. Et c'est à ISO consommation de CO2 puisque de toute façon, l'avion va aller chercher un client. Donc, il ne faut pas confondre le fait de mettre des passagers avec un client payant plutôt que le fait d'avoir un avion vide qui part. Nous, c'est un avion vide qui part, on met des passagers dedans. Voilà sur ces deux points. Sébastien, je te laisse compléter. Oui, merci Christophe pour les questions. Moi, je pense que la première chose, je pense que la sobriété, c'est pour tout le monde. Donc, c'est clair qu'il y a besoin de réduire le nombre de vols. Il y a besoin à chaque fois, avant de prendre l'avion, de se poser la question si le voyage qu'on va faire est réellement utile. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Donc maintenant, après, je pense que parfois, il y a encore besoin de voyager, de prendre l'avion. Quand je parlais de Paris-Lyon tout à l'heure, je parlais plus de Paris-Lyon en sens de vol de mise en place. Hein, c'est-à-dire que le vrai vol est au départ de Lyon et que le Paris-Lyon est là parce qu'il y a un vol de mise en place. Donc ça, c'est pour répondre. Ensuite, l'histoire du partage d'avion, ça, c'est quelque chose qui est un vrai rêve pour moi. J'ai envie, en fait, de pouvoir partager un avion entre des personnes qui voyagent parce qu'ils ont besoin de voyager et des personnes qui sont en réinsertion. Donc ça, c'est quelque chose, je sais qu'il y a des clients qui seraient prêts à le faire. Maintenant, après, il faut qu'il y ait le bon vol qui se présente. Je pense que si on a des dirigeants qui se déplacent avec derrière des rendez-vous business qui sont particulièrement importants, et parce qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de salariés qui sont dans cette entreprise, c'est peut-être pas le bon moment pour déranger le dirigeant. Il a peut-être besoin de préparer ses rendez-vous. Par contre, pourquoi pas sur un vol retour ou autre, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup réaliser. Donc ça, j'espère que ça viendra. Et puis la dernière chose, je crois que l'aviation d'affaires, ça reste quand même une aviation qui est utile et qui sera au cœur de l'aviation de demain. Ça, je suis convaincu. Donc l'aviation d'affaires, on ne peut pas juste la jeter comme ça. En fait, pour les avions de demain,
les nouveautés technologiques et tout, bah, on le voit, tous les nouveaux modèles d'avions qui existent, on commence souvent par des avions qui sont petits, qui peuvent se permettre d'intégrer donc des nouvelles technologies et tout. Donc, je pense que l'aviation d'affaires va jouer un rôle tout à fait clé dans l'aviation de demain. Donc, voilà, on est impatient de voir toutes les belles surprises que vont nous réserver, donc que va nous réserver l'aviation d'affaires. Faut pas oublier également le rôle de l'aviation d'affaires, et je l'ai personnellement vécu au Bourget quand j'étais pilote, sur les aspects santé, transport d'organes, transport de personnes qui ont besoin d'assistance médicale, rapatriement. On l'a très clairement vu pendant la pandémie, et je l'ai personnellement vécu quand j'ai fait 4 mois de transport d'organes, où on allait chercher un rein à Strasbourg avec les médecins qui le prenaient le rein dans un bac à glaçons, et on allait se poser à Villacoublay, à côté de Paris, parce que c'était à côté de l'hôpital, pour sauver la personne. Et quand c'est pas un rein, c'est un cœur. Donc il y a quand même, on ne peut pas tout jeter, il faut arriver à faire le tri et avoir un discernement. Donc, je pense que, comme dit Sébastien, je suis également de cet avis que les évolutions technologiques vont être passionnantes. Pour preuve, hein, en 100 ans, le pack d'aviation a fait, quand même déjà tout à fait intéressant. Et deuxièmement, c'est que ça peut quand même aussi avoir une solidarité intéressante en termes de santé publique, hein. Oui, et puis qu'est-ce que j'allais dire? Oui, aussi les missions, par exemple, que fait Aviation sans frontières en Afrique, etc. Donc, sur des avions, c'est aussi du transport public de passagers, hein. Donc, là aussi, voilà, c'est une des nombreuses facettes donc, de l'aviation d'affaires. Et puis, je pense que voilà, il y a quand même beaucoup de vols business qui ont du sens, où il y a vraiment beaucoup de salariés qui sont en jeu et tout. Donc, voilà, après la question, effectivement, à se poser à chaque fois, est-ce que l'avion que je vais affréter, est-ce qu'il y a réellement besoin que je l'affrète? Est-ce que, voilà, c'est une question effectivement à se poser avant d'affréter. Et puis après, ben voilà, s'il y a un réel besoin, s'il y a un affrètement, alors essayons de convertir cela pour que ça puisse aider d'autres personnes, tout en sachant que vraiment l'objectif, hein, comme je le disais, moi, mon moteur, vraiment la solidarité, c'est un véritable moteur. Moi, j'ai aucune envie de mettre juste un petit vernis. Pour moi, ce serait un échec total. Donc, on n'en fait pas suffisamment. J'aimerais en faire beaucoup plus. Donc, j'espère qu'on en fera le plus possible et qu'on trouvera de nouvelles idées pour rendre cette aviation plus solidaire. On a Je une vois qu'il y a question Romain qui a. Oui, on avait une question dans le chat qui est restée, une question de Max sur quelles sont les actions solidaires que vous menez ou envisagez de mener en Afrique. Alors pour l'instant en Afrique directement, donc en dehors d'avoir financé des projets, donc oui, il y a eu des projets qui ont été financés il y a eu des contributions carbone pour l'Afrique, mais voilà, il n'y a pas grand chose encore, donc j'espère qu'on pourra faire des choses pour l'Afrique. Romain, tu voulais prendre la parole aussi. Oui, bonsoir. Donc, Romain Morizot, hein, INAC 10. Donc, je suis sorti en 2013 de l'ENAC et je suis coprésident de l'association Les Ateliers ICAR, que peut-être vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est une association qui a été préfigurée par le collectif ICAR, hein, qui est né en 2020 suite à l'appel de scientifiques qui ont demandé en fait aux salariés de l'aéronautique de se réveiller un petit peu par rapport à l'urgence climatique. Et en fait, je voulais vous partager un malaise, hein, que certaines personnes en fait de l'ENAC qui sortent de l'ENAC comme moi ont ressenti lorsqu'ils ont reçu cette invitation. Et je rejoins ce que dit Christophe par rapport au care washing. Donc je ne connaissais pas ce terme, mais c'est ce que je ressens suite à cette présentation. Donc je le ressens également. Et voilà, je voulais juste vous partager ce malaise. Dans un contexte, effectivement, vous en avez parlé, où l'aviation d'affaires donc, est quand même attaquée, effectivement. Vous dites que c'est pas à juste titre. Bon, on a des avis divergents là-dessus. Mais en fait, je voulais vous poser la question de savoir quel était le but en fait, de ce webinaire. Je pense que tout un chacun est d'accord pour dire que l'aviation est utile. Tout un chacun est d'accord pour dire que des vols
sont utilisés pour de la solidarité internationale. Ça, c'est connu depuis que l'aviation existe. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est qu'on est dans une urgence climatique et que aujourd'hui, la croissance du trafic fait que les émissions continuent à augmenter. Les émissions de notre secteur continuent à augmenter. En 2021, on a eu une augmentation de l'utilisation des jets privés de 30%. Si on regarde les business models aussi des compagnies, on voit que la croissance, elle va être largement supérieure aux gains technologiques que l'on peut obtenir, et c'est les scientifiques qui nous le disent, d'ici les 30 prochaines années. Et du coup, ma question subsidiaire, c'est de savoir quel est votre plan de croissance à moyen terme et à long terme. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais laisser Sébastien sur le plan de croissance. Je peux répondre sur la première partie de la question, qui est quel est le but de ce webinaire? Le but, il y en a deux, à mon sens. Le premier, c'est de présenter un parcours possible après l'ENAC, qui est le mien. Comme il y a des webinaires, Estelle peut compléter la réponse, mais il y a des webinaires régulièrement qui présentent des parcours d'anciens élèves de l'ENAC. Donc, c'est un exemple possible. Et la deuxième intérêt, c'était justement de présenter les singularités de Jet Solidaire. Et encore une fois, merci à tous pour vos questions. Ça montre bien ça crée quand même de la réflexion et de montrer ce que nous, on propose et ce que nous, on essaye de faire. Donc, c'est la jonction des deux qui est intéressante, c'est-à-dire à la fois un parcours possible pour les plus jeunes qui nous regardent et également de présenter ce que nous, on fait comme activité. Sébastien, je te laisse répondre sur la suite. Oui, alors bon, effectivement, toute cette problématique environnementale, j'y suis très sensible, hein. Quand on est un amoureux de la nature et tout, c'est quelque chose qui fait mal de voir qu'effectivement, il y a cette problématique climatique. Euh, alors, j'ai pas la réponse, j'ai pas de réponse à tout, hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent encore sans réponse pour moi également. Pour moi, l'objectif, c'est encore une fois de voir, oui, voir ce qu'on peut faire à notre niveau. Donc, essayer de voir voilà, essayer de privilégier les avions qui polluent le moins. Donc, et puis voir quelle est la contribution carbone qu'on peut apporter, la plus importante possible. Et puis après, on a parlé donc de tout ce qui est vols médicaux, etc., transport d'organes. C'est pas tout en fait. Il faut savoir ce qui est. Si demain, supposons comme ça, on arrêtait tous les vols business, hein, et on dit on garde que les vols médicaux, ben, les vols médicaux seraient plus possibles parce que les infrastructures ne seraient plus entretenues. Donc c'est un petit peu, c'est tout qui s'effondre aussi. Donc j'ai pas de réponse détaillée à, voilà, essayer à mon petit niveau voilà, de faire ce qui peut. Aujourd'hui, le premier levier, c'est encourager donc des contributions carbone, encourager l'usage des nouveaux carburants, des SAF, même si aujourd'hui la production des SAF pose encore question. Voilà, ce sont toutes ces petites choses-là. Et puis vraiment poser la question donc aux clients, est-ce que votre vol est réellement utile ou pas? Donc voilà, c'est d'ailleurs l'esprit de la charte de Jet Solidaire, bien avant la cabale contre les jets, c'est de dire, ben voilà, privilégier donc le train ou l'avion de ligne si l'avion d'affaires n'apporte pas une réelle valeur ajoutée. Donc c'est voilà, c'est un peu l'idée, c'est oui, créer un petit peu ce questionnement. C'est aussi intéressant de voir que des clients qui passent par Jet Solidaire n'ont pas tendance à augmenter donc le nombre de vols qu'ils font, mais c'est plutôt le contraire. Bien que restant donc fidèles à Jet Solidaire, ils voyagent moins, ça on le constate. Ou alors, bah, je sais, par exemple, les PDG du CAC 40. Ouais, donc, il y a toute une série de sociétés du CAC 40 qui passent par Jet Solidaire. Et là, la règle, c'est jamais de jet privé, sauf s'il n'est pas possible de faire autrement. Donc là, on est vraiment dans une optique où on se dit, est-ce que mon vol est réellement utile? Et je ne prends un vol que si, voilà, il y a un réel besoin de faire ce vol. Et encore aujourd'hui, il y a encore des fois où il est réellement nécessaire, on n'a pas d'autre alternative que d'affréter un avion parce que voilà, c'est pas possible de faire autrement. Donc, mais il y a clairement une idée, oui, il y a besoin de plus de sobriété, ça c'est clair. Maintenant, après demain, quel est le développement pour Jet Solidaire?
voilà, s'il y a plus de gens qui passent par Jet Solidaire, peut-être que globalement, ça permettra de réduire le volume de vol. Mais bon, là, pour l'instant, ça me dépasse complètement. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a possibilité de faire plus, je ferai plus volontiers. Je voudrais juste compléter pour répondre précisément à Romain. Il ne faut pas qu'on oublie aussi, parce qu'on est beaucoup ce soir avec des scientifiques. Et je pense que, en tout cas, c'est notre démarche à Sébastien et à moi, c'est en permanence aussi de soutenir et de contribuer à l'évolution technologique. Parce qu'in fine, qu'est-ce qui va sauver l'aviation au sens large? C'est la réduction des émissions de CO2 par les nouvelles technologies. Pour ceux qui étaient aux états de l'air, la personne d'Airbus parlait d'une nouvelle aile. On pourrait gagner quand même pas mal. Bien sûr, les nouveaux carburants, les nouveaux moteurs, etc., etc. Donc, il faut pas, il faut aussi vraiment qu'on se donne tous une démarche et c'est notre souci constant de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter à travers la recherche et le développement à l'aviation d'affaires qui sera utilisée après à l'aviation en général et donc in fine qui solutionnera la réduction des émissions de CO2 auxquelles on est tous sensibles. Donc ça, c'est aussi une démarche qu'on peut tous avoir ce soir. Toutes les personnes présentes doivent se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut soutenir les nouvelles filières de production de l'hydrogène ou des SAF hein, pour les carburants sustainable. On peut soutenir les formations. L'ENAC, par exemple, va lancer en 2025, je crois, avec Supaéro, un master spécialisé pour former les spécialistes de l'écologie dans le transport aérien. Donc ça, c'est aussi un moyen de soutenir. Il y a quand même tout un tas d'actions qu'on peut faire et qui nécessitent un dialogue constant où on peut influencer de manière positive eh bien, l'évolution technologique des aéronefs. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a une droit de réponse, Estelle, si on a le temps. Oh, bah, on a encore 5 minutes, si tu veux. Vas-y. Ok. Du coup, je reprécise, hein, personne n'est contre les innovations technologiques. Le débat n'est pas là, encore une fois. Mais si on prend le référentiel aviation et climat, il montre assez clairement, hein, on parle de science, on parle du coup d'ingénieurs, etc. Il montre assez clairement que les innovations technologiques ne seront pas suffisantes pour diminuer les émissions de notre secteur. Et ça, c'est quelque chose d'acté, finalement. Donc, si on ne touche pas à la croissance du trafic, on va avoir nos émissions de notre secteur à nous qui vont continuer à augmenter. Et donc, bien entendu, pousser les SAF, bien entendu, pousser l'hydrogène, ça c'est bien entendu. On ne parle pas non plus d'arrêter du jour au lendemain les jets privés, comme vous l'avez dit, Sébastien. C'est pas ou tout ou rien, finalement. C'est juste d'avoir un trafic qui devient soutenable euh, et qui est possible, puisque on peut très bien changer les modèles économiques pour avoir un trafic global qui va être soutenable et qui finalement va pouvoir être un peu plus solidaire qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque si on prend au global l'aéronautique d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout solidaire, elle n'est pas du tout égalitaire, mais si effectivement on intègre cette notion de solidarité, eh bien ça nous amène effectivement à réfléchir à comment est partagée l'aéronautique aujourd'hui, et ça devient intéressant. Mais juste faire des petites démarches, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'ensemble du secteur, eh bien, ça ne suffira pas. Si on en reste, en tout cas au niveau technologique, il faut aussi réfléchir au niveau sociétal, et c'est là où ça devient intéressant. Merci. Philippe, Le tu problème, voulais Romain, réagir? je vais Excuse-moi, répondre. Nicolas. Philippe a levé la main au milieu. Ah, Je pense pardon. qu'il voulait réagir. Ouais, Ouais. c'est Philippe. Oui, Pardon. bon, bonsoir à tous. Moi, je dis bravo pour ce webinaire et bravo pour vos carrières à tous les deux parce que c'est assez impressionnant. Je voudrais réagir juste sur un point qu'a mentionné Romain. Il y en a un peu marre d'entendre que l'aviation est inégalitaire, etc. Parce que si on prend cet argument-là, c'est vrai de la plupart des secteurs. Je ne connais pas quel est le pourcentage de gens qui prennent le train, mais ça doit être à peu près équivalent au pourcentage de gens qui prennent l'avion. Donc, il faut arrêter avec cet argument-là. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, c'est que pour les jets d'affaires, alors je ne viendrai pas sur le fait que les jets d'affaires, c'est en une toute petite partie de l'ensemble de l'aviation, etc. C'est une partie qui doit, elle aussi, se décarboner. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut voir que, et là je contredirais un petit peu ce que disait Christophe il y a quelques minutes, autant on peut
envisager un shift, si je puis dire, entre les gens qui prennent les avions de ligne vers le train, autant c'est pas tout à fait comparable par rapport aux gens qui prennent les avions d'affaires, parce que prendre un vol d'affaires, c'est avoir son bureau avec des communications pendant tout le vol. Ce qui veut dire que les gens qui prennent des vols d'affaires, des businessmen, ils ont des informations certainement beaucoup plus sensibles que moi et vous quand on prend l'avion ou le train, et qu'on veut pouvoir les communiquer dans un endroit safe parce qu'on travaille quand on est dans un avion d'affaires. Si vous avez besoin d'échanger des informations sensibles dans un TGV rempli, bonne chance. Dans un avion rempli, bonne chance. Dans un avion de ligne rempli, bonne chance. Il faut voir que ces gens-là, ils vont faire peut-être 2-3 vols par jour, sachant que le vol est leur bureau. Alors, évidemment, il faut essayer de minimiser ça et de faire en sorte que s'ils n'ont pas besoin d'aller voir les gens, ils peuvent le faire par visioconférence, par exemple, et ça pourrait remplacer certaines choses. Je suis d'accord. Mais lorsqu'ils doivent se déplacer, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres moyens alternatifs que l'aviation d'affaires, parce qu'ils ont des informations très sensibles à échanger pendant leur déplacement. Voilà. Et la question que j'aurais peut-être à vous poser, c'est quand vous parlez de compensation carbone pour les émissions qui restent, est-ce que plutôt que de compenser en faisant ce qu'on appelle du offset, ou peut-être j'ai pas bien compris, est-ce que vous ne rendriez pas ou n'inciteriez-vous pas les gens à faire de l'inset, c'est-à-dire comme ce sont des gens qui, en prenant l'aviation d'affaires, ont plus les moyens que d'autres, pourquoi ce ne serait pas à eux d'investir dans les SAF pour développer les SAF plus rapidement et d'acheter des SAF, par exemple, plutôt que d'acheter une compensation carbone dans un autre secteur que l'aviation, par les systèmes de book and claim. Ça ne veut pas dire que le SAF sera dans leur avion, mais ils achètent une quantité de SAF qui sera utilisée par la suite et ils récupèrent le bénéfice environnemental pour compenser les émissions de CO2 ou autres émissions. Mais ça a un prix qui est plus important que le prix de faire de l'offset. Donc, je voulais savoir si vous incitez aussi les gens qui prennent l'option jet solidaire à investir dans cette solution que sont les SAF. Alors, à ce niveau-là, donc pas encore. Par contre, quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on ne se limite pas à une compensation carbone. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça, c'était le cas au départ. Aujourd'hui, on est vraiment sur une contribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on calcule les émissions d'un voyage sur base des consommations en jet A1. Donc, on sait par exemple qu'une mission a généré, je dis ça comme ça, 25 tonnes de CO2 et l'objectif, c'est d'encourager le client à aller vers une contribution de 150 tonnes, par exemple. Donc ça, très concrètement, ça, c'est quelque chose qui se passe déjà. Mais à côté de ça, on a aussi des personnes qui font pas du tout, qui n'apportent pas du tout de contribution. Donc là, c'est plus frustrant. Donc voilà, on a fait tout ce qu'on peut. Est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière question, une dernière remarque avant qu'on clôture cette session? N'hésitez pas. Personne. Alors, ce sera pour vous, Nicolas et Sébastien, le mot de la fin. Écoute, déjà, Estelle, merci à toi pour ton accueil et ta logistique, comme d'habitude. Merci à Enac Alumni et à son président Marc Walla d'avoir permis ce webinaire. Merci à vous tous d'avoir été présents, d'avoir animé ce débat avec des questions toujours passionnantes. N'hésitez pas à aller voir le site internet Jet Solidaire. On a un blog aussi associé au site internet où on a fait récemment un article sur les émissions de CO2. Donc, comme c'est un sujet qui passionne, le site internet, la chaîne YouTube, les différents réseaux. Voilà, plus il y aura de débats et plus il y aura de bonnes idées, plus la solidarité et l'aviation d'affaires avanceront. Et pour finir, n'oubliez pas de soutenir également l'ENAC qui a des recherches en cours sur le développement durable. Je pense qu'on est tous aujourd'hui concernés par ça. Et via notre école, eh bien, on peut apporter une contribution significative au développement durable dans l'aviation. Merci beaucoup. Mais pour terminer, je rajouterais que je reste convaincu que Jet est solidaire, c'est possible. Maintenant, il reste encore beaucoup à faire pour que ce le soit davantage.